Yves, le frère que j'ai eu. 4e épisode. Yves Domergue est mort le 21 septembre 1976, tué par les militaires argentins quelques mois après le coup d'État du 24 mars. Il a été retrouvé, identifié, la quête est terminée pour la famille, mais cette histoire évidemment continue 50 ans après. Éric Domergue poursuit pour tous les autres disparus ce travail de mémoire et il tient à m'emmener dans des lieux emblématiques qui rendent hommage aux 30 000 victimes. Nous sommes au Parc de la Mémoire de Buenos Aires, tout près du Rio de la Plata et tout près du petit aéroport qu'il y a à Buenos Aires, ce qui est vraiment en plus très symbolique parce que le calme de ce parc est très souvent interrompu par le vol des avions. Et ça nous rappelle aussi les vols de la mort. Donc, tous les disparus qui figurent sur ces murs-là, tous les noms qui figurent sur ces murs-là, et qui ont été victimes des vols de la mort et qui sont au fond de ce même Rio de la Plata qu'on voit ici tout à côté. Ils partaient de différents aéroports, surtout des aéroports militaires. Et ils les droguaient, ils les endormaient et ils les jetaient vivants. Ces vols de la mort massivement utilisés par la dictature argentine, inspiré des méthodes de la guerre sale française en Algérie. Une méthode d'exécution sommaire consistant donc à jeter les opposants d'un avion, des pratiques atroces, enseignées, exportées aux dictatures sud-américaines. Là on voit justement un avion qui arrive, et c'est vraiment très fort de voir survoler ce parc de la mémoire un avion. Ce parc de la mémoire, ce sont 3 grands murs, noirs en granit, comme de gigantesques pierres tombales entourant une vaste pelouse. 14 hectares, inaugurés en 2007, et sur les murs, des milliers de noms. Voilà, ici il y a Cristina Cialceta, 20 ans, c'est la compagne d'Yves. Oui. Donc là on est encore dans les C, les D. Et voilà, Domergue, Yves, Marie-Alain, 22 ans. « 36 ans, 24 ans, 18 ans, 22 ans, 21 ans. C'est terrible quand on voit l'âge de tous ces disparus. Enceinte, il y en a plusieurs à côté de leur âge. Embarazada, enceinte. Non, il y a encore une autre enceinte. Il y en a plusieurs. Ah oui, c'est fort, c'est très fort. Encore une autre enceinte là. Bon, il y en a. Si on parcourt tous les murs, on en trouvera des dizaines. C'est très fort et c'est très bien. Parce que, bon, je dis toujours, nous, la famille Domergue, on est privilégiés parce qu'on a pu, 34 ans après, récupérer les ossements de mon frère Yves. Mais la plupart des familles, des 30 000, ne les ont jamais récupérés et ça ne sera jamais le cas parce qu'ils sont en général au fond du Rio de la Plata. Et donc, c'est quand même un lieu de recueillement, de mémoire. De temps en temps, on voit il y a une fleur qui est à côté du nom. Donc c'est une famille, un ami, un camarade qui est venu se recueillir auprès de ce nom-là et qui a déposé une petite fleur. C'est un lieu très très fort, très très fort. C'est un lieu très fort, très très fort. Mars 2026, je termine le montage de ce 4e épisode qui a été tourné il y a plusieurs mois et qui pose la question de la transmission de la mémoire des disparus. Comment faire pour qu'elle reste vivante, enseignée, comprise aussi par les plus jeunes ? On commémore donc les 50 ans de la dictature et comment ça se passe avec le gouvernement argentin actuel de Javier Milei. Oui, bonjour Eric, on est donc en mars 2026. Qu'est-ce qui se passe en Argentine dans le travail de mémoire initié dans les années 80 ? Est-ce que c'est encore possible de faire un travail de mémoire sur les disparus ? L'actuel gouvernement de Javier Milei est non seulement négationniste, révisionniste, mais il revendique la dictature d'une certaine façon.
C'est vraiment un moment très délicat, très compliqué, parce qu'on parle constamment de l'amnistie à tous les tortionnaires. Il n'y en a plus beaucoup, mais enfin tous les tortionnaires qui ont été condamnés et qui sont encore en prison, très souvent dans des prisons dorées ou en prison à domicile. Donc il faut être sur ses gardes en permanence parce qu'il renie absolument le génocide, le vol d'enfants, de presque 500 enfants enlevés avec leurs parents ou nés en captivité. 2025, la vice-présidente Victoria Villarroel a même rendu visite à des tortionnaires en prison et organisé des hommages à des membres de la dictature. Ça avait beaucoup choqué dans le pays. Selon une enquête du média argentin Infobae très récente, 71% des Argentins ont une image négative de la dictature. Et mine de rien, il y a encore des procès un peu partout dans différentes provinces avec de nouvelles condamnations à certains tortionnaires et même aux premiers responsables civils, très souvent des hommes d'affaires qui ont collaboré avec la dictature et qui sont responsables d'enlèvements et de disparitions. En Argentine, bien sûr, on n'en parle pas quotidiennement. Ce n'est pas comme au tout début de la démocratie, mais il y a une mémoire ancrée dans la peau, dans les cœurs, qui permet encore, surtout dans les grands épisodes, comme c'est certainement le 24 mars de chaque année, non, c'est l'anniversaire du coup d'État, que beaucoup de manifestants, de manifestantes parcourent les grandes villes de l'Argentine, notamment à Buenos Aires, où il y a une grande manifestation qui va du Congrès à la place de Mai. Donc la mémoire, je pense qu'elle continue vivante. Il faut surtout la cultiver en permanence. La mémoire, ce n'est pas le passé. La mémoire, c'est vraiment notre quotidien et surtout l'avenir. L'avenir, c'est la nouvelle génération, évidemment. Il y a dans le pays une mobilisation des jeunes Argentins, le mouvement Heroes, enfants de disparus, des collectifs qui utilisent les réseaux sociaux, les médias pour rappeler les faits historiques, l'art qui est un bon vecteur, le street art, le graphe, des fresques murales, des autocollants, des flyers, de la musique, des festivals. De jeunes artistes utilisent donc différents supports pour transmettre des messages et éveiller les consciences. Pas seulement en Argentine, mais aussi en Europe. Là, il y aurait un projecteur qui projette et il y a des images qui peuvent être en dehors, dedans. Donc il y a certaines qui auront... Okay. Des artistes s'emparent du sujet des disparus comme la photographe et plasticienne belge Stéphanie Roland. En 2025, 2 enseignants de l'école de design de Nantes ont décidé de faire appel à elle pour encadrer un groupe de leurs étudiants. Le procédé, leur faire écouter l'histoire de Yves Domergue, ce qui aboutira à l'exposition à Stéréolux Mémoire magnétique, où la façon dont le design numérique et l'IA transforment notre rapport au souvenir et à l'absence. On avait comme projet commun d'explorer ce sujet-là, donc les disparus en Argentine, les disparus sous la dictature, et comment les étudiants pouvaient s'approprier dans un autre contexte, dans un contexte très différent en France, comment ils pouvaient s'approprier ce sujet de la mémoire, comment réagir à ça comme designer, artiste. Et il y avait une phrase qui nous a beaucoup marqué, il avait dit que son plus grand soulagement, c'était qu'après 30 ans, qu'ils ont su qu'il était mort sur le coup. Donc cette phrase marquante qui est le soulagement par la mort, on a voulu la représenter par une ascension vers la montagne, en s'inspirant des montagnes de San Juan aussi, des autres victimes. Elle serait sur une couche, une image qui serait ici, elle serait sur plusieurs couches. Okay, tu vois, vous pouvez prévoir. Je sais pas, je lance l'idée, hein. Mais donc il y en a certaines qui pourraient être en dehors aussi, pour avoir un point de vue spatial un peu. En Argentine, j'ai fait une résidence là-bas pendant plusieurs mois. Et donc j'ai découvert, j'étais au centre de la mémoire à l'ESMA à Buenos Aires. L'entrée était très impressionnante, c'était un bâtiment, ça m'a fait penser un peu au musée de la Stasi à Berlin. C'est tous ces bâtiments institutionnels comme ça, mais qui cachent tellement. Je savais déjà que c'était un peu le centre de la mémoire. Je me suis dit, ce bâtiment cache ça. Déjà, c'était très impressionnant. Mais c'est le grenier qui m'a vraiment affectée là-bas.
c'est où tous ces prisonniers sont restés, parce qu'ils le décrivent bien dans le centre. Donc on sait qu'ils étaient tous là, avec leurs cloisons, presque couchés. Certaines femmes étaient enceintes, on leur a volé leurs bébés, et pour les donner à des gens du régime. Et donc ça, et je sais pas, dans ce grenier, qui n'était pas comme une prison normale, c'était un espace intime, qui avait une énergie si chargée. Et là, j'ai senti un peu tout ce qui avait pu s'y passer, quoi. Tout le drame qui a pu s'y passer, la douleur. En 2022, Stéphanie Rolland avait déjà réfléchi à cette notion de disparition et d'absence dans son installation Missing People, une œuvre immersive grâce à des portraits de disparus gravés sur des lentilles de verre et qui apparaissaient une fois éclairés. Ça vous a servi pour Missing People ? Enfin, ça s'est revenu un petit peu cette sensation quand vous avez travaillé sur cette exposition ? Oui. Ça a été la douleur de voir, parce que même si je les ai transformés en intelligence artificielle, j'ai dû retravailler tous les milliers de portraits des disparus. Je suis passée, même ne serait-ce que pour les mettre au bon format, etc. Donc du coup, j'ai vu des milliers de... Je suis passée sur Photoshop 50 000 disparus. Et donc, photos disparues. Et rien que pour les traiter. Et ça, je trouve que ça m'affectait aussi. De voir chaque visage, c'était quelqu'un qu'on n'a jamais retrouvé, que leur famille cherche. Et ça m'a semblé, quand j'y travaillais, ça me semblait extrêmement un peu lourd comme ça, de sentir, de me dire, je n'ai aucune idée de cette histoire, mais eux, s'ils ont été répertoriés, sans doute que leur famille ils ont une famille qui les cherche, peut-être depuis 30 ans, les gens. Et on a toujours l'espoir, je pense. Alors, ce que vous entendez sous ma voix, c'est le film de la première salle du musée de la mémoire, donc à l'ESMA, qui retrace plusieurs dizaines d'années de politique argentine jusqu'au coup d'État. C'est un montage très très prenant avec des images de répression, de discours, de manifestations qui s'enchaînent. On voit un moment d'ailleurs le visage de Yves Domergue passer dans ce document qui vous plonge directement dans l'ambiance. Alors quand Stéphanie Rolland a évoqué cet endroit, ça m'a rappelé ma visite à l'ESMA, mais aussi dans des centres plus modestes en taille. J'ai visité dans des quartiers de Buenos Aires de tout petits lieux de mémoire, dans d'anciens centres de torture, dans d'anciens commissariats par exemple. L'entrée est souvent en accès libre, vous pénétrez dans ces lieux qui sont dans leur jus, très bruts, avec juste quelques panneaux explicatifs et des photos. Il y a des dizaines et des dizaines d'espaces mémoriels dans tout le pays, dans les provinces du Nord où il y a eu énormément de disparus, à Tucumán par exemple, à Córdoba où récemment 12 restes de disparus viennent d'être identifiés, dans le camp de concentration qui s'appelait La Perla, à Buenos Aires, à la ESMA, évidemment, et ailleurs. Mais bon, c'est vraiment un moment où, avec ce gouvernement, il y a de grands risques je ne sais pas s'ils vont disparaître, mais vraiment, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de salaire pour le personnel. Ils sont très souvent à l'abandon. Ça dépend souvent des mêmes familles ou des ONG des droits de l'homme pour les maintenir. La ESMA, qui a toujours été un centre de mémoire, de recueil, avec des visites organisées, etc., avec des panneaux indicatifs pour bien connaître ce qui s'est passé, les personnes qui sont passées par là-bas, etc., actuellement est vraiment dans un état déplorable. Mais bon, ça survit. Espérons que très bientôt il y aura un changement de politique ou dans 2 ans au plus tard un nouveau gouvernement qui pourra rétablir, récupérer et renforcer un petit peu tous les sites de la mémoire. Direction la grande gare routière de Buenos Aires, 4 heures de bus pour me rendre à Rosario. C'était la fin de mon séjour en Argentine
et Eric va m'attendre dans un des lieux les plus importants dans l'histoire de son frère Yves. À quelques kilomètres du centre de Rosario, il y a un grand parc et dans ce parc, il y a le bosquet de la mémoire. Dans ce bosquet de la mémoire, il y a plusieurs arbres plantés en hommage aux disparus de la ville de Rosario. Mais il y en a un tout particulier, c'est le seul qui contient les cendres de 2 disparus. Mais juste avant, un détour par le musée de la mémoire de Rosario qui ne dépend pas de l'État, mais de la municipalité et qui souffre moins des coupes budgétaires de Javier Milei. C'était pendant la dictature un centre de coordination pour les militaires, un lieu de détention provisoire. Ça fait quelques années que c'est un musée. Autrefois, c'était un lieu très prisé par la bourgeoisie de Rosario. Et ici, l'équipe utilise l'art comme outil de mémoire. Carolina Monres s'occupe de l'accueil du public. Gustavo Germano es un fotógrafo. Como te contaba, fue atravesado por la idea. Oui, ce qu'on voit là, par exemple, c'est Gustavo Germano qui a été touché, comme on disait, directement par la dictature parce qu'il a un frère disparu. Y él trabaja con lo acá lo que se pone es lo que et ce qu'il a fait, c'est, on voit ici un petit exemple, c'est une photo où on voit un couple avec un bébé et ils sourient et ils ont le bébé entre les deux. 30 años después, esa niña ya hoy mujer con la ausencia de los padres. Et puis on a la même photo 30 ans après, même endroit, mais sans les personnes qui sont disparues, bien sûr. En ce cas, on voit la bébé qui était un bébé. Le bébé maintenant a grandi et c'est une fille de 30 et quelques ans, dans le même endroit, mais sans les parents. Qu'est-ce qu'on entend là? ¿Qué se oye? ¿Qué es ese ruido? Ruido de máquina, de molesto, áspero. La memoria nos habla de las... Ça s'appelle Memora et c'est un rouleau, un papier qui roule avec un bruit dérangeant pour qu'on puisse lire tous les génocides qu'on a eu en Amérique. Depuis la conquête jusqu'à nos jours, on en a plusieurs. Son masacres cometidas en poblaciones de América Latina. Esto de los cíclicos, Il y a eu plusieurs massacres en Amérique latine et bien souvent on répète les mêmes massacres sur les mêmes peuples. Donc là, comme c'est un rouleau qui passe continuellement, ça veut signifier que ça recommence, que c'est circulaire, que l'histoire se répète. Estamos en lo que fue un patio de casa. Voilà, on est dans une petite cour de la maison et chaque artiste a choisi l'endroit où il voulait faire son œuvre. En ce cas-là, l'artiste a voulu prendre la cour pour parler des enfants, justement. Et ça, c'est des enfants qui sont aujourd'hui encore disparus ou bien qui ont été disparus, qui ont pu récupérer leur identité. Le bois de la mémoire, c'est une initiative de la municipalité de Rosario et des organisations, des ONG des droits de l'homme de Rosario qui sont toujours très très actifs. Donc entre les deux, ils ont eu l'idée de créer ce bosquet et de le maintenir. Et tous les 24 mars, le 24 mars, c'est l'anniversaire du coup d'État en 1976, ils plantent un nouvel arbre. Donc c'est un endroit ouvert. Les gens viennent se recueillir, mais aussi viennent se promener ou jouer au foot, etc. Donc il y a une communion permanente entre les voisins de Rosario et ce bosquet de la mémoire. Donc en 2010, le 7 août 2010, on a pu planter un arbre, un timbo, c'est un arbre bien de la région, avec les cendres de Yves et de Christine. Les deux familles, on s'est mis d'accord que, puisque Yves et Christine s'étaient connus, avaient milité et s'étaient aimés à Rosario, ils devaient continuer à être ensemble pour l'éternité. Et cette éternité est intégrée dans l'arbre. C'est un arbre qui, aujourd'hui, 15 ans après, est énorme.
Il a des branches, des fleurs, il est magnifique. Et quand on embrasse le tronc, on embrasse d'une certaine façon Yves et Cristina. C'est une façon de leur redonner vie. Et est-ce que tu penses que les gens savent, viennent aussi ici volontairement parfois pour se recueillir ? Oui, je ne pense pas qu'aujourd'hui ce soit le cas. Là, ça a l'air d'être une fête anniversaire, etc. Ils ont choisi cet endroit-là. Mais il nous est arrivé de venir avec Véro, ma compagne, en même temps que nous visitions le bosquet, de rencontrer des gens qu'on ne connaissait pas, en train de visiter notre arbre. Alors là, on a fait connaissance, on a fait de nouveaux copains, etc. Où une fois, il y a un prof qu'on ne connaissait pas non plus, qui m'a contacté, qui m'a envoyé des photos. Il était venu avec sa classe de terminale ou je sais pas quoi, avec ses élèves, et à boire leur maté autour de l'arbre et à raconter l'histoire des disparus et l'histoire en particulier de Yves et de Christine. C'est surtout un endroit très vivant, très ouvert, où il y a beaucoup de gens qui passent, certains parce qu'ils pensent aux disparus, mais d'autres non, ils se promènent, il y a des gens qui font leur footing. Maintenant, on rencontre plein de familles en train de fêter un anniversaire, donc c'est vraiment très vivant. C'est le cas aujourd'hui, hein. Il y a du monde partout, plein de petits, des pique-niques sur les bancs, des gens qui sont assis. C'est assez formidable. Ah non, pas d'enfants. Non. Perfecto. No. Es hacer... ¿Por qué eligieron justo este sector que es de los desaparecidos? Porque en realidad no nos parece algo malo, al contrario, No. es un lugar muy homenajeado. Soy el hermano del que está... Ay, perdón si venimos No, a al festejar. contrario, es que lo que le explicaba que me están No, al entrevistando, digo, contrario, nos es pareció un magnífico lugar que Là, il y a une Argentine qui est venue. J'ai dit oui, mon frère et les cendres de mon frère, de sa compagne sont ici sous cet arbre. Alors la première réaction dit ah pardon. Mais non, au contraire, c'est moi qui vous remercie. Il n'y a pas à me demander pardon. Moi, je veux qu'il y ait toute cette vie que vous êtes en train de créer actuellement. Donc finalement, on s'est mis d'accord, on s'est remercié mutuellement et elle a bien compris que c'était pas une offense, au contraire. Et ça intrigue, hein. On voit des gens qui viennent voir. Alors ils ont peur qu'on prenne des photos effectivement de leurs enfants, surtout au départ, mais alors dès qu'ils comprennent pourquoi on est ici, tout de suite on sent D'un seul coup, ils prennent conscience vraiment que cet arbre et ce bosquet représentent les disparus. Mais en plus, tout à fait par hasard, ils rencontrent un témoin direct, quoi, le frère du disparu qui est enterré sous cet arbre. Voilà, tous les autres arbres de cette partie, tous les autres arbres de ce secteur représentent des disparus. Mais il n'y a pas de nom, il n'y a pas de cendre, il n'y a rien. L'exception, c'est notre arbre, le Timbo, qui est énorme. En 15 ans, vraiment, moi, je dis qu'il a poussé encore plus fort et plus haut que les autres arbres aux alentours. Et c'est pas par hasard, non ? Et si tu me permets, je le touche, je l'embrasse. C'est une façon de... Il contient les cendres. Voilà. Merci à Éric Domergue, à Brigitte Domergue et à toute leur famille. Une pensée pour Odile et Jean Domergue, les parents de Yves. Merci à Véronica pour ses talents de traductrice et de conductrice aussi, à Anna Maria, Juliana, Fabiana, Sandra, Carolina, Mariella, Stéphanie, Miguel et Lucas, qui ont accepté de revenir sur des souvenirs très douloureux. Une mention spéciale à Laurent Nessensas pour m'avoir proposé ce beau sujet et emmené en Argentine. Yves, le frère que j'ai eu.
un documentaire sonore de Vincent Gerle en 4 épisodes. Prise de son, montage, Vincent Gerle. Réalisation, mixage, Vincent Gerle et Capucine Fray. Musique originale, Frédéric Delahogue. Illustration visuelle, Mr. Gwen.